1992. D'abord, si je peux, si on parle de l'assassinat de Kamal Amzal, par exemple, en 81 par des islamistes à l'université de Bouzaréa, ça explique que l'existence de ces extrémistes islamistes, il existait avant 1992, et les assassinats, ça existait avant 1992. On peut expliquer ça par la montée de l'extrémisme islamiste à travers le monde. Ces extrémistes islamistes en Algérie, ils se sont inspirés par exemple du baptisme, du mouvement baptiste qui a pris l'ampleur à travers le monde, par rapport aussi à l'impérialisme qui a encouragé la naissance de ces mouvements extrémistes. On parle par exemple en Pakistan et en Afghanistan, lorsqu'ils ont créé plusieurs groupes armés pour combattre l'URSS. Donc la montée de l'impérialisme a donné naissance à ces groupes islamistes, à ces extrémistes islamistes. On parle aussi de l'existence de certains groupes. On parle du groupe de Bouyali, par exemple, de Mustafa Bouyali. C'est un groupe islamiste qui existait pendant les années 80. Par exemple, de Ashria à Blida, Bouira aussi. Et ils ont assassiné plusieurs policiers et ils ont perpétué plusieurs attentats. Ashria à Blida, donc on parle de Bouira. En plus, il y avait plusieurs noyaux, surtout dans les quartiers populaires à Alger. On parle de Bab el Oued, d'Al Harash. Donc la naissance de ces groupes n'a jamais été en 1992, mais en 92, si on peut qualifier l'arrêt du processus électoral, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Donc ces extrémistes, d'abord les imams les membres les plus radicaux du fils Ali Ben Hajj, il s'est inspiré du mouvement wahhabite. Alors pour revenir à Bouyali, à l'Afghanistan, effectivement, Bouyali donc avait pris les armes en 85 et avait décidé donc de faire des attentats. C'est le premier. Avant Amzal, il faut savoir qu'il y a un policier qui a été tué à Al-Rouat, qui s'appelait Shnine Abdelkader, et qui a été la première victime des islamistes. C'était quelques mois avant Amzal. Ensuite, donc effectivement, le problème qui s'est posé en 89, c'est très simple. C'est que les hommes de Bouyali, une fois que Bouyali a été tué, ces hommes ont été arrêtés, ont été mis en prison. Et ce qui s'est produit, ce que très peu de gens savent, c'est que quand l'Afghanistan a cessé la guerre, l'Afghanistan a cessé la guerre en 89, il faut savoir que 2500 anciens Afghans sont revenus en Algérie. Les Tunisiens, les Marocains ont refusé que leurs Afghans, ce qu'on appelait les Afghans, c'est ceux qui sont partis donc combattre l'armée russe. Les Tunisiens et les Marocains ont refusé que leurs citoyens reviennent dans le pays. Là, on les a acceptés. Donc on a eu 2500 Afghans, Algériens, qui sont revenus en Algérie, donc qui étaient habitués à l'armement, qui avaient été entraînés par la CIA en Afghanistan. Et en même temps, il y avait les hommes de Bouyali. Et quand il y a eu le multipartisme en 89, tous ces gens-là, donc les hommes de Bouyali ont été libérés. Et c'est les Afghans qui ont fait les forces de l'ordre du fils. C'est eux qui ont préparé les forces de l'ordre du fils et qui faisaient des entraînements paramilitaires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est aussi en 89 qu'Ali Belhadj a fait une déclaration dans le journal Horizon en février 89 en disant le fils n'est pas le but, le fils est un moyen. C'est-à-dire qu'il savait très très bien que le fils à un moment donné ou à un autre sera bloqué, mais c'était un moyen pour parvenir à leurs objectifs. Et je pourrais dire, sans me risquer de dire des bêtises, actuellement ils sont en train de réussir. Si vous voulez, le processus électoral a effectivement été violent, mais il n'a été qu'un prétexte. Il a été un prétexte, et plus encore quand il a été soutenu par l'Occident. C'est-à-dire que quand on sait que François Mitterrand a incité le gouvernement algérien à reprendre le processus électoral. Paradoxalement,
c'est aussi François Mitterrand qui a accepté à ce que tous les islamistes qui partaient en exil aient un visa et un statut d'exil politique en France. Nous avons une liste de plusieurs anciens chefs du FIS qui ont eu un statut politique en Suisse, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en France, au Canada et aux USA. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, si vous voulez, l'Occident, effectivement, voulait absolument qu'il y ait le processus électoral continue en Algérie. Ils estimaient que c'était antidémocratique. Mais pour rappel, je donne juste un exemple par rapport à ce fait-là, c'est qu'en 2002, en France, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu les élections présidentielles, et au premier tour, il s'est produit un truc qui a surpris tout le monde, c'est que Jospin a été annulé, a été battu par Jean-Marie Le Pen. Et on s'est retrouvé avec Chirac et Le Pen au second tour. Et toute la France a demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelait le réveil républicain. C'est-à-dire que toute la France a demandé à ce que les gens de gauche votent pour Chirac, qui était de droite, pour battre l'extrême droite. Dans un pays qui a 200 ans d'histoire, on peut se permettre ça. Dans un pays qui a 200 ans d'histoire, on peut se permettre de continuer à combattre l'extrême droite dans un second tour. Par contre, dans un pays qui avait que 3 ans de démocratie, de 89 à 91, où en 91, vous aviez des noms de personnes à assassiner, Saïd Maqbel avait le numéro 2 à Cuba, dans la mosquée, de personnes à abattre. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tout simplement qu'en Algérie, ils voulaient faire exactement ce qui s'était passé en Iran, quand l'ayatollah Khomeini est revenu. Qu'est-ce qui s'est produit en Iran? Il faut un petit rappel. En 79, donc, les gens de gauche, un mouvement de gauche réussit à faire sauter le Shah d'Iran, et au moment des élections, ils font tomber le Shah d'Iran, et au moment où le Shah d'Iran démissionne, il y a l'ayatollah Khomeini, d'où il vient de Paris, pour arriver donc à Téhéran, et devient le guide suprême. Il nomme Bani Sadr, qui était un homme de gauche, comme chef de gouvernement. Il le laisse gérer le pays pendant 6 mois, les 6 mois durant lesquels les médias occidentaux ne font plus attention au pays. Et 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement que comment on appelle ça, les partisans de l'ayatollah Khomeini ont exécuté sur les places publiques, ont pendu sur les places publiques plus de 2000 démocrates. Et c'était justement ça que voulaient faire les islamistes. C'est-à-dire qu'ils avaient leur liste de personnes à abattre. D'ailleurs, vous connaissez tous le fameux reportage où Yefsah se fait interpeller, Ismaël Yefsah se fait interpeller, où quelqu'un lui dit « Na'arfokum touma communiste sahuniya » communistes, parce qu'en fait, ils avaient déjà leur tête. Et donc, est-ce qu'on devait arrêter le processus électoral ou pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une violence qui était là, il y avait une violence qui était préparée, il y avait des groupes paramilitaires qui étaient préparés. Est-ce qu'on aurait subi plus ou moins? Je ne peux pas le dire, je n'ai pas la science infuse, vous ne l'avez pas non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une violence dans la société et que maintenant nous en subissons actuellement les conséquences. C'est-à-dire qu'on a eu les 70 000 morts ou les 200 000 morts, mais nous avons eu des morts atroces et la population actuellement continue à en payer les pots cassés, puisque nous avons une population ultra violente. Et c'est actuellement ça qu'il faut voir maintenant, c'est pourquoi notre population est aussi violente et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour contrecarrer ça. Voilà. Donc, on va ouvrir la liste des intervenants. S'il y a un intervenant qui s'inscrit là, il y a une liste d'intervenants à Mazia. Donc, on va passer le micro. Et il est juste là pour enrichir le débat. S'il y a quelqu'un qui veut parler, le micro est à lui. الزلف الأول دونك مرحبا يسكر أرسل داويثنا عبد الرحمن ميرا ماس نازل من قبل merci du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation
et pour votre exposé. Donc je reviens sur la question de l'amnistie. L'amnistie des terroristes. Je pense qu'il devrait y avoir au moins un jugement. Si ce n'est pour la forme, pour le fond, au moins pour la forme. Il y a eu rien. Donc voilà, on s'est battu, 200 000 morts. Il y a aussi des pertes du côté des intégristes. Et puis voilà, le jeu est fini pendant 10 ans. On ferme le livre et on passe à autre chose. Je pense que c'est ce qui fait qu'on paie aujourd'hui les conséquences des atrocités commises il y a maintenant longtemps normalement. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'amnistie sans calcul, J'aimerais savoir votre avis. En fait, c'est une bonne question. Bon, moi, je suis contre l'amnistie. Hein. Je suis contre l'amnistie, je suis contre la concorde civile. D'ailleurs, j'avais fait un papier où j'avais interpellé le président, notre cher Bouteflika. Et en fait, le problème de l'amnistie, c'est que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'Edjoued, c'est-à-dire tous les amis qui participent au travail d'Edjoued risquent 5 ans de prison. Hein, pourquoi? Parce qu'on remet en cause ce qui s'est passé pendant la décennie. Normalement, on n'a pas le droit d'en parler. L'amnistie dit que on n'a pas le droit d'interpeller un terroriste pour lui dire voilà, tu as tué. Le problème, il est là. Donc, comme j'ai expliqué hier pendant la petite conférence, et je l'explique dans le travail d'Edjoued, puisque l'État a fait des lois qui nous obligent, qui nous empêchent de faire un travail de justice, alors faisons un travail de mémoire. Hein. Nous n'avons pas les épaules assez larges, on n'est pas aussi fort qu'un mur, mais on peut être plus malin. Donc le travail qu'on fait, c'est archiver les données, c'est-à-dire faire une base de données pour qu'un jour, le moment viendra où on sera peut-être plus fort, où on aura la loi peut-être pour nous, on pourra faire le travail. Hein. Je donne pour exemple, je reviens sur le travail des Juifs de la Shoah. Hein. La Shoah a constitué à quoi? A constitué à faire 2 choses. D'abord, à instaurer une journée de la mémoire pour les Juifs. C'est très important ce que je vais expliquer. Ils ont instauré une journée de la mémoire dans le monde. Hein, tout le monde connaît la Shoah. Qu'on soit juif, pro-juif, anti-juif, tout ce qu'on veut, tout le monde sait ce que c'est que la Shoah. La deuxième chose, c'est qu'avec le travail de la Shoah, ils ont fait un travail d'archivage de toutes les personnes qui ont été assassinées. Ça s'est produit en 39-45. Eh bien, ce n'est qu'en 2006-2007 que la SNCF de Bordeaux a été condamnée à payer des indemnités à des juifs qui ont été transportés, à des familles juives dont les parents ont été transportés pour être déportés à Auschwitz. Donc de 1944 à 2006, vous voyez tout le temps qui s'est produit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les familles en fait? Ces familles-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rassemblé des données, elles ont rassemblé des archives, elles ont rassemblé des preuves. Et c'est à travers ces preuves-là qu'elles ont pu faire ce travail. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rassemblé aussi des données et elles ont pu faire condamner des nazis qui étaient cachés en Argentine. Mais à travers quoi? C'est à travers une base de données. C'est à travers des recherches d'archives. Il y a, en 2012, on a fait une projection d'un film à Marseille. Et parmi les présents, donc il y avait Nasser Boudiev, il y avait le fils Boussepsi, il y avait la fille Khabbel Khanchir, la fille Fardeb et moi-même. Et puis, pendant le débat, il y a un monsieur qui s'est levé dans la salle, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on les condamne pas? Pourquoi on ne les met pas devant le tribunal international? Et pourquoi on ne les juge pas, ces criminels ?» Et j'ai dit « Oui, d'accord, mais c'est qui eux, ces criminels, et c'est qui on ?» Le problème qui se pose actuellement dans notre société, c'est qu'on accuse une entité sans savoir qui elle est réellement, et on ne sait pas ce qu'on veut juger réellement. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que nous avons. Le fameux Kituki a été créé par qui? Il a été créé par Bernard-Henri Lévy. Hein? Il y avait Samarawi qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Qui tue Ibn Talha. Bernard-Henri Lévy a récupéré ce livre-là et il a fait un article dans lequel il disait qui tue qui. Et c'est à partir de là qu'il y a eu cette problématique du qui tue qui. C'est-à-dire qu'on a mis en doute par la suite tous les assassinats. Je prends par exemple les moines de Tibérine.
D'accord, les moines ont été tués, les moines de Tibérine ont été tués. Jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est l'armée ou si c'est les islamistes qui les ont tués. Mais pourquoi personne en Occident ne parle des 4 moines de Tizi Ouzou qui ont été égorgés? Pourtant, ils ont été égorgés en décembre 1994, c'est-à-dire 3 ans avant les moines de Tibérine. Et c'est les moines de Tibérine qui les ont enterrés. Pourquoi personne ne parle des 2 religieuses de Beblouet qui ont été tuées en septembre 1994? Mais on va rester sur une polémique des moines de Tibérine pour focaliser l'information sur uniquement un effet douteux. Je ne dis pas qu'il faut effacer ça, je ne dis pas qu'il faut oublier ce qui s'est passé, mais il faut se poser des questions. Il y a eu 200 000 morts, mais on focalise que sur 2-3 personnes. On focalise sur Qasdi Marbah parce qu'il faisait partie des services secrets, mais il a été patron des services secrets pendant 20 ans. Et c'est les services secrets qui l'ont sûrement tué. Mais c'est un fait. Mais n'empêche qu'il y a eu d'autres militaires qui ont été tués. Il y a des colonels, des commandants, des capitaines, etc. qui ont été tués. La plupart dans des bars vers la région de Tizi Ouzou. Mais personne n'en parle. C'est-à-dire, c'est ça qui me pose problème. C'est qu'à un moment donné, on vous sort un événement pour faire oublier les autres. Donc, moi, ma position, moi, dans le mouvement Adjouad, c'est de rassembler toutes ces données. C'est de dire, voilà, il y a eu tous ces événements. Il y a Tibérine, il y a les autres moines qui ont été tués, il y a les fameux Croates de Djidjel qui ont été égorgés un par un. Personne n'en a parlé. Il y a des étrangers qui ont été assassinés partout dans le pays, mais il y a aussi de la population qui a été tuée. Et moi, je veux parler de cette population-là. Je veux parler de ces femmes qui ont été enlevées, qui ont été décapitées. Je veux parler de ces gens voyageurs dans les faux barrages qui ont été exécutés. Et je veux parler du simple citoyen dont on ne parle jamais. Je prends un exemple, Yamaha, pour certains qui s'en rappellent, ce fameux, c'était un malade mental qui faisait les joies du CRB quand il y avait les matchs de foot ou l'équipe nationale, a été tué. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il avait refusé de mettre une bombe dans le stade. Ils avaient peur qu'il parle. Et ça, c'est un journaliste d'Alger qui me l'a dit. Par contre, il y a un autre journaliste qui a été tué, on dit que c'est un journaliste qui a été tué par les islamistes, alors que c'est la mafia du béton qui l'a tué. Mais on n'a aucune preuve. Par contre, on ramasse les données. Et c'est ça ce travail qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir faire une action de justice, moi je voudrais bien savoir qui a tué mon père. Mais je ne veux pas m'arrêter au qui-tu-qui. Je veux savoir les faits réels. Et pour avoir les faits réels, il faut les monter. Il faut faire comme les Juifs avec la Shoah. Voilà. Donc la liste des intervenants, elle est toujours ouverte, s'il y a un intervenant. Zouf Lawan. Bon, j'aimerais qu'on rajoute quelque chose à propos, bien par rapport à la soi-disant ouverture démocratique en 89, par rapport au gouvernement aussi de Hamrouche. Je crois que c'était lui, en quelque sorte, qui a opté pour que les islamistes participent aux élections. Pour moi, j'aimerais bien savoir d'une manière est-ce qu'il est complice ou pas avec les islamistes. Autre chose, j'aimerais savoir ton avis par rapport quand on dit par exemple que les islamistes en quelque sorte ont reporté les élections et puis par la suite ils n'ont rien eu. Est-ce que c'était en quelque sorte l'étincelle de la décennie noire? Ou bien, comme vous aviez dit tout à l'heure, c'était pas, ou bien, il y avait des trucs bien avant 92. J'aimerais bien qu'on détaille par rapport à ça un peu. Merci. Ce qui s'est passé avec Hamrouche, c'est que Hamrouche avait le surnom de ministre de l'information. Parce qu'il gérait l'information, il essayait de canaliser l'information. Hamrouche a fait une grosse bêtise quand il y a eu les sittings du fils au champ de manœuvre. Pourquoi? Pour une raison très très simple. C'est que quand les islamistes ont... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, donc, les islamistes du fils et tout se sont mis sur les grandes places à la place des martyrs et champ de manœuvre. Au 1er mai. Au départ, la population les a aidés. Ils ont trouvé ça sympathique que que les islamistes fassent un sitting. Mais à un moment donné, il s'est produit quelque chose d'assez bizarre, enfin, qui était normal,
c'était un pourrissement. C'est-à-dire que la population commençait à en avoir marre des islamistes parce que ils étaient en sitting, c'était des gens donc, qui étaient venus de l'intérieur du pays par bus. Et c'était, en tant qu'islamiste, à m'a révolté contre la population, contre le gouvernement. Ils s'octroyaient le droit de rentrer dans les cafés pour aller aux toilettes, etc. Donc se servaient gratuitement et ils demandaient aux gens de les aider. Donc au départ, les gens les aidaient. Ils disaient le ta'am, le makla et tout. Mais à un moment donné, la population a commencé à en avoir marre. Surtout que les places commençaient à être insalubres, que les personnes, c'était des endroits où il y avait des arrêts de bus. Les personnes ne pouvaient plus aller aux arrêts de bus normalement, notamment les femmes. La population commençait à en avoir marre. Et là où il y avait eu une erreur, c'est que Hamrouch, au lieu de laisser cette situation pourrir pour que la population elle-même dise dégage, c'est là que Hamrouch a fait l'erreur d'essayer de les faire déguerpir de force. Et c'est là, donc en 91, où il y a eu un des officiers de la gendarmerie qui a été tué. Donc ça a été l'erreur de Hamrouch. Ensuite, vous avez posé la question sur le 91, c'était la violence. C'est bien ça. Ensuite, la violence en 92, elle existait déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, au guet de Constantine, moi je l'ai vu de mes propres yeux, hein, c'est qu'on donnait aux gens, on leur donnait, à cette époque-là, il y avait la pénurie d'huile. Et on donnait aux gens à qui votait le fils, et on lui donnait 5 litres d'huile. Il y avait des bidons d'huile, à ton nombre de 5 litres d'huile. Et donc, il y avait ça, et il y avait la fameuse phrase tu ne votes pas contre le fils, tu votes contre Dieu. Et moi, j'ai vu des gens qui travaillaient là, dans l'usine où on habitait, qui arrivaient avec leurs enfants, et c'est des enfants qui leur disaient, papa, il faut voter non. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que les APC étaient fils. Donc, il y avait énormément d'APC fils, et ils avaient accordé du jour au lendemain les fameuses procurations pour les époux, pour les femmes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous les époux avaient les procurations de leurs femmes pour voter à leur place. Toutes les femmes ne pouvaient plus voter parce que les hommes avaient pris les procurations. Et ça, personne n'en parle. Donc, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que le FLN, justement, Hamrouch avec Mali, etc., pensait que le FLN allait pouvoir passer et rivaliser avec le fils. Mais ils ne s'attendaient pas à ce superfuge du fils, avec l'histoire des cartes de vote, et aussi les fameux dons. Donc, ils donnaient aux gens, et vous votiez, sans oublier la fameuse histoire, moi, votez fils, votez contre Allah. Donc, ce qui fait que, effectivement, le vote a été pour eux. Mais il faut voir comment ça s'est préparé. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est tout simplement à cause d'une chose très simple. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une démocratie. C'est comme si on disait à un enfant, tu ne sors pas, tu ne vois pas de jeu, tu n'as rien, puis du jour au lendemain, on l'emmène dans un super grand parc et on lui donne tout à la gueule. Il en aura tellement qu'il ne saura même pas où aller. C'est ce qui s'est passé pour nous. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on nous a donné un pluripartisme et on avait 40 partis politiques. Il y en avait même qui étaient payés uniquement pour être là, présents. On rigolait avec Ben Chlif qui proposait la mer intérieure. On faisait que... En fait, on était dans l'illusion de la démocratie. Donc, une autre. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on remercie les camarades de l'association qui ont organisé le débat la soirée à Gay. On remercie le conférencier d'avoir fait l'effort d'introduire et d'essayer de nous éclairer sur une période qu'on n'a pas vécue. Je dirais qu'on a eu la chance de ne pas vivre. Et c'est une bonne occasion d'ailleurs de discuter de ce que l'ancienne génération a vécu. Donc j'essaierai de revenir sur quelques aspects que je juge utiles, du moins, que le conférencier n'a pas jugé utile de revenir sur ça et tout. En même temps, je vais poser des questions au conférencier s'il peut développer sur ces aspects. Donc le conférencier est revenu dans son explication, son exposé, pour ne
nous éclairer sur la manifestation d'une violence dans la société algérienne dans la période 90 jusqu'à 2000. Il cite les origines de la violence dans son identité. Donc la violence dans les années 90 a pris une forme politique, islamiste, et la goutte d'ailleurs qui a fait déborder le vase, c'était l'arrêt du processus électoral, mais déjà bien avant l'arrêt du processus électoral, il y avait déjà des formes de la violence. Si on peut les situer même dans la période post-indépendante, et on peut généraliser même sur les autres pays, puisque les formes culturelles, idéologiques et politiques que la violence prend diffèrent des pays, donc diffèrent des degrés de développement économique, si on peut dire. Donc on peut la situer, même on peut parler des violences, des formes qu'a pris la violence, par exemple, dans les pays américains, les latino-américains, les pays européens. Donc il y a eu un siècle de génocide, il y a eu la guerre mondiale, il y a eu la guerre d'indépendance et ainsi de suite. Donc pas mal d'exemples. Donc est-ce que situer la violence, les origines de la violence en Algérie, dans la période 90, en 1920, au début du mouvement national, et dire que les premiers germes de cette violence sont à chercher dans le mouvement des oulémas ou dans le mouvement culturel et politique. C'est un petit peu oublié faire un voile sur ces tendances sociales pour nous, c'est-à-dire les formes premières de la violence, c'est les formes anthropologiques, c'est une forme sociale tout d'abord, économique, ensuite les tendances, les formes qu'elles prennent politiquement ne sont que des manifestations de cette forme de la violence. Donc si le conférencier peut revenir sur ça et nous éclairer, ça serait formidable. Ensuite, je voudrais poser une autre question. Est-ce que finalement, d'après le mouvement national, les oulémas, parce que même la forme de résistance des oulémas, et ensuite comment les Algériens ont vécu cette forme de résistance, que j'appelle forme de résistance, parce qu'à un moment donné, après le Muqawamat Chabiya dans le 19e siècle, c'était l'échec, et la résistance, elle était devenue passive. Donc c'était l'attachement à la religion, à l'identité, soit dans la langue kabyle, arabe, spécifiquement algérienne, ou la religion qui était l'islam, qui était bien là avant le colonialisme. Donc est-ce que ce n'est pas la forme de violence, ce n'est pas que à imputer aux oulémas, mais finalement à l'échec de la construction de l'État-nation en Algérie, à l'échec de la construction autour de valeurs que je dirais progressistes au début, puisque c'était la lutte anti-impérialiste, la lutte contre le colonialisme, et ensuite essayer d'imposer aux Algériens, qui sont des entités, qui sont finalement, on parlait de peuple algérien, mais finalement c'était une illusion. Après l'indépendance, il y a finalement des stratifications sociales, des couches sociales différentes, et il y a tout d'abord des contradictions sociales qui se sont manifestées dans les années 90, après l'échec des tentatives du FLN de la construction de l'État unifié autour de ces valeurs qui étaient l'arabe, l'islam et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas la manifestation politique? Ce n'est qu'une manifestation politique. Finalement, la violence, elle est sociale, elle est économique, elle est dans les contradictions de classe, je dirais. Alors, merci pour le compte. C'est moi qui vous remercie. Il y a plein de questions là-dedans, il y a plein de réflexions. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez parlé de violence économique, violence sociale, etc. Pourquoi il y a cette violence? C'est ça la question. Le problème, il est là. Vous avez parlé d'État-nation. À quel moment en Algérie on a parlé d'État-nation? On n'a jamais parlé d'État-nation. On a toujours parlé de pays, point. Le problème, il est là. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit l'islam, il était là avant le colonialisme. C'est vrai. L'islam était en Algérie avant le colonialisme. Mais qu'est-ce qu'il y avait aussi en Algérie? Il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des chrétiens. Et c'est là le problème. C'est que la France a réussi, avec le décret Crémieux, à enlever les chrétiens, les juifs d'Algérie. Il y a eu le décret de 1912, j'ai oublié le nom, je l'ai dans mon mémoire. En 1912, la France a donné la nationalité française
à tous les chrétiens d'Algérie et à tous ceux qui appliquaient la loi française, c'est-à-dire qui rejetaient la loi coranique. À partir de 1912, 1919, 1920, la seule population indigène qui restait était musulmane. Je ne parle pas des ulama en tant que combat. Je dis que les ulama sont devenus la référence de la société algérienne. Quand Messali Hadj a essayé de faire un travail sur l'indépendance et l'identité algérienne, les Français se sont retournés vers les ulama. Sarkozy a fait la même chose en 2004, quand il a parlé des cités à laver au Karcher. Il n'est pas parti voir les jeunes animateurs des quartiers qui s'occupaient des problèmes sociaux des jeunes. Il est parti voir les imams dans les cités. Ça voulait dire quoi? C'est exactement la même application que dans les années 20. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tous ceux qui faisaient des vols, des larcins, des tournantes dans les cités étaient musulmans. Et ça voulait dire que les seuls qui étaient capables de leur parler, c'était des imams. Et là a été une grosse erreur. Ils ont validé, Sarkozy et sa troupe ont validé les imams dans les cités. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 20 en Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait des indépendantistes, il y avait des progressistes, il y avait des gens qui étaient ouverts pour l'indépendance. Les Français ont été assez malins pour se diriger vers les imams. Et les ulama ne voulaient qu'une chose, c'est pouvoir appliquer l'islam. Je ne le reproche pas d'avoir voulu le faire, je reproche à la France de les avoir manipulés pour pouvoir parvenir à ça. Et c'est pour ça que, à partir de là, que la construction identitaire s'est faite dans la nation algérienne. Elle s'est faite non pas sur le passé de l'Algérie profonde, quand je dis l'Algérie profonde, c'est-à-dire on remonte à Saint-Augustin qui était chrétien, on remonte à la Kahina, on remonte à Apulé, et on remonte à Gaïa, et Massinissa et Yugurta. On n'est pas remonté à ça. Le problème qui se pose, on a le FLN qui vous dit que l'Algérie a été créée en 62. On a les pieds noirs qui vous disent que l'Algérie a été créée en 1830. Et on a les pro-islamistes qui vous disent que l'Algérie a été créée quand les Arabes sont arrivés ici. En oubliant tout un passé. Depuis quand nous avons des livres qui parlent de l'histoire de l'Algérie réelle? Ce n'est que depuis une quinzaine d'années. Mais moi, ma génération, à l'école, on apprenait uniquement à l'arrivée de l'islam en Algérie. Et le problème, il est là. C'est pour ça que je dis que c'est une construction identitaire qui est faussée. C'est pour ça que je dis qu'on s'est retrouvé dans une construction qui est totalement fausse. On s'est construit une identité par rapport à une religion. On n'a pas construit l'État-nation par rapport à ce qui la constitue de plus fort, c'est-à-dire la société, le social, le repère identitaire, la construction du soi par rapport à la région, mais aussi par rapport à la nation. Quand mon père a été assassiné, la plupart des gens voulaient qu'il soit enterré à l'Alia. J'ai refusé. C'est moi qui ai demandé à ce que mon père soit enterré à Bdjaya. Pourquoi? Parce que mon père a grandi ici. Il a appris à nager à la brise de mer comme moi. J'ai appris par la suite. Il a nagé au Farouche, il a pêché au Farouche comme je l'ai fait par la suite. D'accord? C'est son pays. Mais quand il a été enterré à Bdjaya ici, parce que c'est son pays, c'est sa nation, c'est là que se trouvent ses racines, j'ai demandé à ce qu'il soit enterré en tant qu'Algérien. Kabyle, certes, mais Algérien. Pour moi, c'était important parce que quand il écrivait, il se battait pour toute l'Algérie. Il se battait pas uniquement pour Bdjaya. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on en discutait hier avec les jeunes, actuellement, on a tous cette erreur-là, on se bat pour notre région, on se bat pour notre pays. On est pour notre pays uniquement quand on joue au foot ou quand on insulte l'Algérie. Par contre, après, on va défendre que notre région. Mais est-ce qu'on est parti voir ce qui se passe, par exemple, à Rolizane, ou à Tougourt, ou à Betna, ou quoi que ce soit? Ils ont les mêmes problèmes que la société bougiote, ils ont les mêmes problèmes que la société kabyle. À leur différence, peut-être. Mais c'est la même chose. Et le problème est qu'à un moment donné, la société n'est plus une société nation, on est une société régionaliste. Et on a un seul repère qui nous unit tous, c'est la religion. Est-ce que c'est réellement ça la construction identitaire de l'Algérie? Je ne pense pas. Par contre, ça nous rend schizophrènes et ça nous rend violents vis-à-vis du voisin.
C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on s'insulte facilement. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça dans le travail adjouad, quand je le fais. Hein, une fois, je me suis accroché avec quelqu'un qui m'a dit les plus grands intellectuels qui ont été assassinés, c'est des Oranais. J'ai dit non. Les plus grands intellectuels qui ont été assassinés, c'est des Algériens. Hein, il y en a qui me disent oui, c'est les paxistes qui ont été les plus touchés. Et je l'ai insulté, je lui ai dit non. Le plus touché, c'est l'appelé du service national, c'est le policier qui a été touché. C'est-à-dire, c'est le citoyen algérien. Je reviens toujours au citoyen algérien. Et je pense que c'est ça la base du travail qu'on devrait faire. Voilà. Donc, s'il y aura un autre. السلام عليكم. أشكر هذه المبادرة التي قمت بها السيد مقبل، وكذلك الحاضرين والذين طرحوا أسئلة على هذا النقاش. إذن أنا أقول منذ 5 أكتوبر كنت أدرس في السنة الأولى ثانوي. فتح الرئيس شادلي بن جديد الأحزاب السياسية أن تنشط في الجزائر، وبذلك يعني ظهر هذا الحزب هو الحزب الفيس اللي كنت تحدثت عليه، أنه فاز بالأغلبية الساحقة عام 91 حين طلب الرئيس شادلي بن جديد بهذا. وبعد ذلك يعني هناك أحداث بعد الفيس، يعني لما قام يعني ما كان لها نتحدثوا عن، كانت هناك وزارة الدفاع الوطني اللي قامت مثلا بإيقاف هذا العنف، وتم بذلك يعني خلق يعني كما نقولوا الحكومة الانتقالية، ثم خلقت كذلك المجلس الأعلى للدولة. إذن الأحداث في الديسيمينوار يعني نرجح أنه قاموا مثلا بهذا الفيس اللي كنا نتحدثوا عليه، أنه كان يقوم بعدة يفتح المجال للعديد من الشباب بأن ينشطوا يعني داخل الساحة السياسية، وذلك يعني ملي فاز هذا الحزب يعني حدد جرائم كثيرة داخل الوطن. إذن احنا أنه كاين هناك اللي قلنا عليهم قور ماتوا هنا في الجزائر، هم par exemple les 7 moines qui ont été enlevés à درع تبحيرين بالسمار بالمدية، درع السمار بالمدية، وهم يعني أنه فرنسا لم تعترف بجرائم في الجزائر، أنه لازم تعترف الجزائر كما قال ساركوزي في العديد من الزيارات نتاعو للجزائر، كما كان وزير الداخلية واللي كان يمثل الحكومة الفرنسية هنا بالجزائر. إذن كيف نستطيع نحن أن نتعامل مع هذه الجرائم؟ سؤالي كيفاش الاعتراف يعني فرنسا بالجرائم تاعنا في الجزائر؟ لا كونيسونس باسكو هما كاين اللي ماتوا قبل هنايا وقت لا ديسيمينوار يقول لك هما حتى الجزائريين اللي ما يعترفوا بهذه الجرائم. C'est-à-dire que si la France doit reconnaître les massacres. Elle n'a pas reconnaître de ces crimes en Algérie. Donc même l'Algérie n'a pas reconnu de ces mois qu'ils ont été élevés et assassinés en 96. Jusqu'à présent, il y a l'enquête qui n'a pas abouti encore. Mais la Belgique, c'est encore qui a tué. Ils ont fait l'enquête, ils veulent savoir. Comme quoi que c'est l'armée qui les a tués. En fait, qu'est-ce qui se passe pour les moines terroristes? Les moines, juste pour un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que les moines de Tibérine ont fait comme beaucoup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir la paix, ils soignaient tout le monde. Et qui dit soigner tout le monde, c'est-à-dire ils soignaient même les terroristes. Le problème est qu'apparemment, certains disent que c'est l'armée qui les a tués parce qu'ils les estimaient complices, d'autres disent que c'est les terroristes effectivement qui les ont enlevés, qui les ont tués, et une autre hypothèse aussi dit que en fait l'armée, quand elle a fait un bombardement, les a tués enfin par erreur. Jusqu'à présent, on ne le sait pas.
Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas les moines de Tibérine, parce que les moines de Tibérine, jusqu'à présent, il y a eu même un film, il y a eu même une BD sur les moines de Tibérine. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on écrive dessus de façon très superflue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vraies enquêtes là-dessus. Mais par contre, ce qui me pose problème, c'est les moines de les pères blancs de Tizi Ouzou, par exemple, ou les religieuses de Bab el-Oued et d'Alger, parce qu'il y en a eu plusieurs, les religieuses d'Alger Centre qui ont été tuées. Il y en a en tout une dizaine. Personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Pourtant, c'est reconnu, c'est revendiqué, ils ont été tués par les islamistes. Hein? Pourquoi personne n'en parle? C'est un peu comme les ONG. J'attendais, la question n'a pas été encore posée. Pourquoi je ne parle pas des terroristes morts? Pourquoi je ne parle pas des disparus? Hein, les disparus qui ont été enlevés par l'État. Je ne parle pas des disparus qui ont été enlevés par l'État dans mon travail, pour une simple raison, c'est que les ONG internationales le font très bien à ma place. C'est-à-dire que actuellement, l'étranger, quand je dis l'étranger, c'est-à-dire les ONG internationales, pour ne pas citer certaines qui sont, en fait, qui sont que le paravent de certains États, hein, se font un plaisir de rappeler à l'Algérie ses fautes. Mais c'est bien. Mais par contre, ils oublient que il y a des civils aussi qui ont été tués et personne n'en parle. Hein, quand il y a les faux barrages et quand on a des exécutés comme les enseignantes, les 12 enseignantes de Sidi Bel Abbès, aucune ONG internationale n'en parlera. Quand vous avez les scouts d'Amsterdam qui ont explosé sous des bombes un 1er novembre, les 6 enfants, et c'est ça qui pose problème. Donc les ONG parlent des disparus qui ont été enlevés par l'État, parlent des terroristes qui ont été tués en extra-exécution, mais ne parlera jamais des citoyens, comme ne parlera jamais des disparus enlevés par les islamistes. Hein, il y a l'association Somod qui en parle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Somod, qui est dirigée par Maître Bouchaïb, dont le père avocat a été enlevé, essaye depuis plusieurs années à faire rouvrir des charniers où sont enterrés des victimes des terroristes islamistes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des camps Feljbel, et ils savent qu'il y a des victimes qui ont été enterrées après des exécutions sommaires. L'État interdit d'ouvrir ces charniers à cause de la loi d'amnistie. C'est-à-dire, Maître Bouchaïb sait à peu près où se trouve son père, mais il ne peut pas faire un travail de recherche parce que la loi d'amnistie a pardonné aux islamistes. Donc actuellement, on parle énormément des moines de Tibérine à l'étranger, mais on ne parlera pas de ces corps-là qui sont enterrés parce qu'il y a une loi d'amnistie qui empêche de le faire. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. Donc je suis parfaitement d'accord. Il y a des faits qui sont là. Dans toute guerre, les armées ont fait, les États ont fait des bourdes, ont fait des massacres, des exactions. Mais là, on oublie que c'est la société civile qui a le plus payé. C'est le citoyen algérien qui a le plus payé par rapport aux islamistes. Donc, je pense c'est le moment de clôturer la liste, vu que M. Nazim va partir à Alger, il a un trajet à faire. Donc, j'aimerais poser une question quant à les restrictions des libertés. Je parlais exactement sur la liberté d'expression pendant la décennie noire. Donc, on a assisté à une censure flagrante, mais cette censure est assez présente maintenant. Donc, la forme a peut-être changé. Donc, si on dit la censure maintenant, c'est que on fait nous-mêmes une auto-censure. Parce qu'on ne trouve pas réellement qui va entendre les gens, qui va vous soutenir ou bien. Donc, est-ce que c'est un problème de traumatisme? Est-ce que c'est la société qui a été traumatisée pendant la décennie noire, ou bien c'est nous qui exploitent mal ces faits-là? Alors effectivement, pendant la décennie, je discutais il y a un an de ça avec un journaliste, avec un patron de presse, avec le patron d'un journal qui me disait que jamais la presse n'a autant souffert que ces dernières années. Et en fait, il y a plusieurs modes de censure. Hein. Si vous regardez bien les informations françaises, vous verrez que l'information française est censurée. Hein. Vous prenez Antenne 2 et TF1,
Amusez-vous à le faire pendant une semaine, vous verrez que les informations de TF1 et Antenne 2 se ressemblent. Pourtant, il y a une chaîne privée et une chaîne publique. M6 utilise les mêmes informations que TF1 et Antenne 2. Et les journaux français, ce qu'il faut savoir, c'est que la presse française appartient à 3 groupes. Les 3 groupes sont dans le bâtiment, dans l'armement et dans la presse. Lagardère, Dassault et Bouygues. En Algérie, on a une presse qui est multiple, c'est-à-dire qu'il y a une phrase qui dit que derrière chaque journal, il y a une casquette. Sûrement. Mais quand vous prenez la presse algérienne, vous n'avez pas les mêmes titres. Pour ceux qui ont la chance d'aller en France, par exemple, vous regardez la presse, vous avez toutes les presses qui ont quasiment le même titre. Pourquoi? Parce qu'il y a une imposition qui est faite. En Algérie, effectivement, il y a un problème. J'en parlais avec un journaliste local il y a quelques jours. Il y a une autocensure qui se fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre. En fait, il y a d'abord le rédacteur en chef qui va trouver le sujet intéressant ou pas. Et puis, il y a une autocensure qu'on se fait nous-mêmes, on se fait violence parce qu'on se dit, tiens, là, on va gêner, là, ça va pas plaire, et là, ça peut-être va faire peur. Hein. Moi, par exemple, quand j'avais écrit mon papier sur Bouteflika en 2006, quand il y a eu la loi d'amnistie, je pensais que le papier ne passerait pas. Je l'ai fait quand même, je l'ai envoyé à 2 journaux par prudence, et j'ai été surpris quand j'ai vu que les 2 journaux les avaient publiés en page 2, et en grand. C'est-à-dire que au départ, moi-même, avant de l'envoyer, déjà, je me disais, non, il ne va pas passer. Et donc, effectivement, on a un réflexe où on s'auto-censure. Et puis, je pense que la crise sociale qui touche le pays fait qu'effectivement, il y a une faiblesse dans la révolte. C'est-à-dire qu'on a plus une envie de se protéger soi-même que de se mettre dans le risque et de se dire, tiens, si je fais une connerie ou si je fais une connerie ou si j'écris un papier trop virulent, je risque de perdre ma place. Il faut savoir que dans les années 90, quand un journaliste était licencié pour un écrit trop virulent, c'était pour lui une carte visite pour aller chez un confrère. Parce que ça faisait bien, ça voulait dire qu'on était un bon journaliste. Ça, c'était les années 90. C'est plus le cas maintenant. Parce qu'il y a la crise sociale et parce qu'on a peur de perdre sa place, parce que la vie est devenue très difficile. Et donc, qui fait qu'on rejoint un peu le comportement de la presse française. Hein. À un moment donné, j'étais dans un mouvement de journalistes locaux dans la région où j'habite. On a fait des conférences avec des journalistes où les types, ils vous disent, un jour j'ai fait un papier sur Strauss-Kahn qui était ministre des Finances, puis pendant 3 mois, mon directeur m'a dit, bon, c'est bon, tu gardes ton salaire, tu rentres chez toi et tu n'écris pas pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un article critique sur Strauss-Kahn qui était ministre des Finances, et donc on lui a dit, tu prends ton salaire et tu te la boucles. Et ça, pourtant, c'était un grand reporter. Donc la censure existe partout. On voit les États-Unis, on voit dans tous les pays, en Angleterre et tout, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Et la raison d'État n'est pas propre à l'Algérie, c'est un comportement international. Mais effectivement, en Algérie, on a ce problème-là, où on s'auto-censure. Et juste pour information, j'en ai parlé, il y a un jeune bougiote qui a fait un master sur justement la liberté de la presse en Algérie. J'ai eu la chance de le croiser en France, on en a discuté, et ce serait bien que vous puissiez le rencontrer parce qu'il a eu un regard assez intéressant. Ça, on en parlera pour une prochaine fois. Voilà. Donc, زمرد نيني نقضد على ثقارة أسنيني ثنمرث إما سنازي مقبل merci pour votre exposé monsieur مقبل c'est vraiment intéressant il résume tout, il résume il parle de la naissance et de la montée de l'extrémisme islamiste en Algérie. Donc c'est un exposé très riche. Je vous remercie encore une fois monsieur Maqbel, je remercie l'assistance. Juste un dernier mot, je voudrais remercier donc l'association. Je voudrais remercier aussi Boualem de m'avoir mis en contact avec vous, de m'avoir fait rencontrer les personnes d'hier, parce que ça a été des moments très très riches pour moi. Et ce que vous faites est formidable et il faut continuer à le faire et essayer de mobiliser plus de gens. Donc c'est moi qui vous remercie. ودينا ثاني ما ثنوني دي قمني ثنا ارثورا ارثوفات